Parlons des répercussions du protocole d'accord. Hier soir, on discutait de son contenu, et maintenant on voit les conséquences, aussi bien aux États-Unis qu'en Iran. Et aujourd'hui, J.D. Vance a parlé à la presse, essentiellement pour faire le point sur le protocole et répondre aux questions. L'une d'elles portait sur un article d'Axios, qui affirme que Netanyahou serait furieux à cause de ce protocole. Voici donc ce qu'a déclaré J.D. Vance. Mais je pense que le conflit est vraiment très sérieux en ce moment, vu la manière dont les Israéliens mettent la pression sur l'administration Trump. Voilà ce qu'a dit J.D. Vance. Je ne veux pas me lancer dans des hypothèses qui pourraient faire capoter l'accord, parce que je pense que le président s'attend à ce que tous nos amis, les Israéliens, les Arabes de la région, travaillent ensemble et mènent vraiment cet accord à son terme. J'ai vu le rapport d'Axios disant que Netanyahou est furieux. Ce n'est pas ce que reflètent les conversations que j'ai eues avec lui, mais peut-être qu'il dit autre chose à quelqu'un d'autre qu'il ne me dit pas à moi. Ce que je peux dire, et ça me dérange, c'est qu'on a vu des membres du cabinet de Bibi sortir publiquement pour attaquer l'accord, et parfois même attaquer très personnellement le président des États-Unis. Et je dirais que mon message pour eux serait double. D'abord, Donald J. Trump est le seul chef d'État au monde, en ce moment, à être véritablement favorable à la nation d'Israël. Et il se trouve qu'il est le chef d'État de la superpuissance mondiale. Si j'étais membre du gouvernement israélien, je ne m'en prendrais peut-être pas au seul allié puissant qu'il me reste encore dans le monde entier. Et le deuxième message que j'adresserai à certains de ses ministres, Bibi, à son crédit, n'a pas pris cette voie, mais à certains de ses membres du cabinet israélien qui attaquent le président des États-Unis, je leur dirai ceci. Au cours des 3 derniers mois, les 2/3 des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des mains américaines et payées avec l'argent des contribuables américains. Le problème d'Israël, ce n'est pas Donald J. Trump. Et toute personne en Israël qui pense que son plus grand problème, c'est le président des États-Unis, ferait bien de se réveiller et de regarder en face la réalité de la situation dans laquelle se trouve ce pays. Merci à tous. Eh bien, c'était une déclaration vraiment forte de la part de J.D. Vance. Je pense que c'est jusqu'à présent la prise de position la plus marquante concernant la situation en Israël. Oui, on en parlait justement. Dis-moi, Larry, comment tu trouves ça, le fait que ces gens commencent à prendre les choses au sérieux? Oui, non. Écoutez, c'est la vérité. Israël agit comme un enfant gâté, persuadé qu'il peut dire et faire tout ce qu'il veut à Donald Trump sans en subir les conséquences. Et vous savez, Trump, je pense qu'il commence vraiment à en avoir assez et qu'il s'est dit « je n'ai pas à supporter ça ». Donc voilà, c'était ça, la menace voilée. Mais ensuite, dans une conversation privée, ils peuvent la formuler beaucoup plus clairement. Si vous ne coopérez pas avec nous, si vous ne retirez pas vos troupes du sud du Liban, si vous ne cessez pas les attaques, nous allons retirer tout notre soutien. Je sais déjà que ce qu'on appelle le commandement de la composante aérienne du commandement central travaille d'arrache-pied en ce moment pour commencer à rapatrier tous les avions américains déployés en Jordanie, en Israël et sur d'autres bases dans le Golfe. Ils les rappellent tous. Donc, à mesure que ces appareils repartent, ça va aussi faire passer un message très clair à Israël. Vous êtes seuls. Si vous voulez continuer à provoquer un conflit, allez-y. Mais nous, on ne sera pas à vos côtés. Larry, ta compréhension de tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de J.D. Vance, c'est aussi à propos de Donald Trump lui-même. Il est sorti en disant « Vous allez vous en prendre au Hezbollah ».
mais vous n'allez pas bombarder tout un immeuble, tout un bâtiment d'habitation, en tuant tout le monde juste pour atteindre un ou deux commandants ou combattants du Hezbollah. Oui, oui. Où étaient-ils avant? Reçoivent-ils plus de rapports maintenant? Ou bien Donald Trump était-il d'une certaine façon isolé auparavant, sans savoir ce qui se passait? Ou est-ce qu'il est en train de changer un peu sa manière de parler? Non, non. Je veux dire, ils savaient très bien ce qui se passait avant. Ils ont juste décidé de prendre leur distance avec Israël. C'est aussi simple que ça. Et les Israéliens, franchement, je pense qu'ils sont choqués. Ils ne s'y attendaient pas. Ils se disent « Hey, on pensait qu'on était amis. » Eh bien non, plus maintenant. Cette époque est terminée. Oui, ce n'est pas une question d'Israël, Larry. Ils utilisent leurs podcasteurs aux États-Unis, les podcasteurs sionistes comme Mark Levin, Ben Shapiro. Tu vois Ted Cruz sortir et parler, s'opposer au protocole d'accord. D'ailleurs, pour être honnête, ce protocole ne veut pas dire grand-chose. La réaction est trop excessive, à mon avis. De toute façon, plus personne ne les écoute vraiment. Je veux dire, l'audience de Levin diminue. Celle de Ben Shapiro aussi. Et franchement, je pense que ça a pesé dans les calculs de Donald Trump. Il a compris que ces types ne sont pas si populaires que ça, finalement. Du coup, il s'est dit qu'ils allaient devoir faire plus attention à lui. Ou alors qu'ils pouvaient tout simplement les ignorer parce qu'ils n'ont plus une si grande audience. J.D. Vance a dit que les 2/3 des armes qu'ils ont utilisées, en gros, il parlait des missiles montés sur leurs avions de chasse et des intercepteurs, venaient des États-Unis. Ça veut dire qu'elles ont été fournies par les États-Unis pendant la guerre, ou avant la guerre, ou bien... Je pense que ça ne changeait rien. Enfin, il dit simplement que les 2/3 de ce qu'utilise Israël viennent des États-Unis. Voilà, laissons ça comme ça. Mais si je comprends bien, ils viennent tous des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'ils fabriquent des intercepteurs? Oui, ils produisent la fronde de David et le dôme de fer. Oui, enfin, Israël fabrique aussi le Patriot PAC-3. Mais c'est à ça que faisait référence J.D. Vance. Si on additionne toutes les armes utilisées par les Israéliens, on voit que les 2/3 viennent des États-Unis. Ce qui veut dire qu'Israël en fabrique ou en fournit encore 1/3 par ses propres moyens. Tu sais ce qui est vraiment incroyable dans ce qui se passe en ce moment? Ce n'est pas seulement les républicains, qui sont clairement des sionistes, mais on voit aussi des démocrates qui s'opposent à l'accord. Ils critiquaient Donald Trump à cause de cette guerre, et maintenant, ils l'attaquent parce qu'il essaie de conclure une sorte d'accord. Ouais, eh bien ouais. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas une surprise. Ils sont eux aussi achetés et financés par Israël. Vous savez, la plupart des membres du Congrès reçoivent de l'argent de l'AIPAC. L'un des rares qui ne l'a pas fait, c'est Thomas Massie. Et vous voyez, certains autres ont retenu la leçon. Ils se disent, mieux vaut ne pas s'opposer à l'argent israélien. Mais l'opinion publique est en train de changer. Et à un moment donné, je pense qu'Israël le comprend. Les signes sont là. Ils n'ont pas un avenir solide aux États-Unis auprès du public américain. Je pense qu'il se passe quelque chose d'énorme, Larry, aux États-Unis, par rapport à Israël et à tout ce qui se joue dans la relation entre les deux pays. Parce que si je devais citer les secrétaires d'État américains les plus sionistes, je dirais Anthony Blinken et Hillary Clinton. Les plus sionistes, ou encore Mike Pompeo, d'ailleurs, feraient partie de cette liste.
Et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, on entendrait une sorte d'objection de la part, par exemple, d'Hillary Clinton sur la question d'Israël. Et elle a dit, je ne sais pas si tu as vu sa dernière interview, qu'elle critique clairement la façon dont Israël se comporte. Oui, oui. C'est quelque chose de nouveau. Quand elle va aussi loin, ça veut dire beaucoup, à mon avis. Voilà ce qu'elle a dit, Larry. Oui, vous avez tout à fait raison. Quand j'étais secrétaire, c'était un thème constant, vous savez, de la part de Netanyahou et de son gouvernement de l'époque, avec le ministre de la Défense Ehud Barak, l'ancien Premier ministre. C'était incessant, une pression permanente. Je me souviens. Qu'est-ce qu'il vous disait? Quoi? Qu'est-ce qu'il dirait? En gros, il disait, vous devez nous soutenir pour attaquer l'Iran. À l'époque, entre 2009 et la fin de 2012, on avait plus de capacité qu'Israël sur plusieurs plans pour le faire. Du coup, on avait sans arrêt ce même débat. Je me souviens d'un jour où j'ai passé des heures au téléphone avec Ehud, avec Bibi, avec d'autres encore, et il me disait des choses comme « Nos avions sont sur le tarmac ». Et moi, je répondais « Eh bien, bonne chance ». Enfin, Père, mais pourquoi vous faites ça? Ouverture besoin pour c'est to hear. Mais sur le tarmac, prêt à décoller. Je vois, oui. Même s'ils étaient censés être dans l'hangar, ils étaient bien sur le tarmac. Et, vous savez, on disait des choses. Vous dites que vous étiez manipulé. Tout le temps. Oui, tout le temps. Par un allié en plus qui est énorme. Bien sûr. Et Bibi est complètement obsédé. Oui, je pense que ce genre d'interview est très important. Quand on se souvient de l'histoire de ces personnes et de la façon dont elles parlaient d'Israël il y a un mois ou deux, c'est frappant. J'ai écouté une de ces interviews. Elle soutenait totalement Israël. Elle ne voulait pas parler de génocide, ni qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide ou quoi que ce soit de ce genre. Et maintenant, elle s'oppose à Israël et à la manière dont Israël agit. Je pense qu'ils ont compris à quel point la guerre contre l'Iran en Asie de l'Ouest était sérieuse. C'est pour ça qu'ils sortent maintenant pour dire « c'est la fin ». Alors, est-ce que vous allez rester piégés ou est-ce que vous allez vous sauver de ce que Benjamin Netanyahou ou Israël veut que vous fassiez? Oui, enfin oui. C'est bien ce qu'elle semble dire. C'est important, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit si important que ça, tout simplement parce que ça ne va pas être largement entendu. Vous voyez, des gens comme vous et moi, qui suivons l'actualité de près, on va se dire « Ah oui, c'est énorme !» Mais la personne moyenne, dehors, elle ne fera pas attention à ce qu'elle dit. Mais bon, je pense qu'il faut quand même y voir un signe de changement. Cela dit, ce n'est pas encore le changement profond qu'il faudrait. Parce que, encore une fois, on voit bien que Trump subit beaucoup de critiques des deux côtés pour avoir conclu cet accord avec l'Iran. Donc si vraiment il était célébré pour ça, on pourrait dire que le vent a tourné contre l'Iran. Mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt du genre, pourquoi est-ce qu'on abandonne notre allié le plus proche? Ce genre de réaction. Mais selon vous, quelle est la principale source, la vraie raison de ces critiques? Rien ne s'est passé jusqu'à présent. Il y a bien un document quelque part, mais la seule chose qui s'est produite hier soir, c'est qu'à minuit, ils ont levé les sanctions sur le secteur pétrolier et énergétique iranien qu'ils vendaient déjà avant le début de cette guerre. Oui, mais qui? Je ne suis pas sûr de qui disait quoi. Quelle est la principale raison pour laquelle ces gens s'en prennent à l'administration Trump? Vous dites qu'ils... La principale raison, c'est qu'ils pensent qu'ils abandonnent Israël. Ces politiciens, achetés et payés par Israël, voient ça comme une trahison,
comme le fait de tourner le dos à Israël. Franchement, c'est pas compliqué, mec. Que veulent-ils exactement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, quelle serait la solution? Est-ce qu'ils veulent vraiment retourner à la guerre? Pourquoi tu penses qu'ils auraient une solution? Et pourquoi tu crois qu'ils réfléchissent de façon rationnelle à tout ça? Franchement, tu peux me donner la moindre preuve qu'ils aient déjà montré qu'ils avaient réfléchi sérieusement à la question, qu'ils avaient une idée cohérente? Non, c'est juste du baratin simpliste. Tu vois, j'entends des gens dire « Oui, on aurait dû intervenir au sol ». D'accord, mais même des gars avec de l'expérience militaire, tu te dis « Mais comment ça pourrait marcher? Explique-moi ça. » Vraiment, explique. C'est comme ce rapport que j'ai reçu d'un ami. Il disait que les Kurdes auraient lancé une invasion dans le nord de l'Iran. Et vous savez, je me dis que ce rapport, ça doit être bidon, d'abord, parce que pour faire ça, les Kurdes devraient avoir toute une chaîne logistique. Je veux dire, on parle de quelque chose d'énorme. S'ils comptent envahir l'Iran avec une vraie force, il faut pouvoir les réapprovisionner en nourriture, en eau, en munitions. Et il faut aussi un plan d'évacuation médical qui tienne la route, surtout si c'est à grande échelle. Il n'y a absolument aucune chance qu'ils aient ça. Aucune. Est-ce qu'ils peuvent lancer un raid, attaquer une ville ou un village à la frontière iranienne? Oui, bien sûr. Mais essayer d'entrer vraiment en Iran, d'occuper un territoire et de le garder, il serait anéanti en un jour ou deux. Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils n'ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins parce que ça demande toute une logistique derrière. C'est ça que ces gens ne comprennent pas. Vous savez, la plupart des gens, ce sont ceux qui pensent que le poulet qu'ils mangent, eh bien, ils vont l'acheter au supermarché. Et ils croient que le poulet existe comme ça. Ils ne réalisent pas qu'à l'origine, c'était un oiseau vivant qui marchait et qu'il a fallu l'abattre, le découper, le small spurger, pour qu'au final, il se retrouve alambré dans du plastique sur un plateau en polystyrène et mis au congélateur. La raison pour laquelle je te pose cette question, Larry, c'est qu'imaginons que les États-Unis, enfin, imaginons que Donald Trump ne publie pas ce protocole d'accord. Quelle serait alors leur alternative? Eh bien, c'est déjà sorti. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que ça ne sortirait pas? Non, je dirais que ces personnes qui sont contre les protocoles d'accord. Alors, quelle est l'alternative? Quelle solution propose-t-elle à la place? Pourquoi, selon vous, il partirait du principe qu'il existe une alternative? Rester dans la bataille, ça veut dire que Donald Trump l'a dit. Je pense que la principale raison a été évoquée hier par Donald Trump. Nous sommes à 4 semaines des réserves de pétrole, à 4 semaines d'être complètement à sec. C'est donc la raison principale. Est-ce qu'il y a une quelconque communication entre l'administration Trump et ces personnes? Encore une fois, mec, tu parles comme si ces gens étaient rationnels, comme s'ils étaient logiques, qu'ils s'assillaient pour peser les faits et se disaient « Oh bon sang, oui, on n'a pas les moyens militaires pour faire ça. Et si on continue dans cette direction, on va droit vers une catastrophe économique. Il faut qu'on s'éloigne du volet militaire et qu'on se concentre sur l'économie. » Mais ils ne pensent pas du tout comme ça. Donc, oui, je dis, il ne faut pas partir du principe qu'ils réfléchissent de cette manière, parce que c'est pas le cas. En réalité, ils font exactement l'inverse. Ils ne croient pas qu'il puisse y avoir des conséquences à tout ça. Et c'est justement ça, le plus choquant dans cette histoire.
Fox News, d'ailleurs, joue complètement le jeu des Israéliens en ce moment. D'une manière ou d'une autre, ils s'en sortent. Oui, ça te surprend. Pas du tout. Ils soutenaient Donald Trump. Bon sang, ça fait quoi? 26 ans que c'est comme ça. Alors, être surpris maintenant, c'est un peu comme si je regardais mon chien mâle et que je m'étonnais de le voir se lécher les parties. Oui, c'est ce que font les chiens mâles, d'accord? Tu penses qu'Israël pourrait, tu vois, faire quelque chose de, disons, quelque chose de stupide, à ton avis? Parce que récemment, on a entendu deux choses, je crois, de Laura Loomer et de Naftali Bennett en Israël. Tous les deux disaient qu'un nouveau 11 septembre allait frapper les États-Unis, que l'islam allait mener une sorte d'opération sur le sol américain. Et ça pourrait complètement bouleverser la situation actuelle au Moyen-Orient. Une opération sous faux drapeau, quelque chose de ce genre. D'accord. Et pourquoi est-ce que je cite l'islam ferait ça aux États-Unis? Je ne sais pas. Pourquoi sont-ils à la frontière de l'Iran, au nord, au Kurdistan irakien? Le nouveau groupe Daesh a été formé par les Britanniques et les Français. Ils sont à la frontière de l'Iran, au Kurdistan irakien. Il y a 2 semaines, ils ont pris le pouvoir. Ils ont dit « Nous sommes là, nous voulons envahir l'Iran ». Les mêmes personnes peuvent encore agir. Oui, très bien. Qu'ils envahissent alors. Tu comprends ce qu'il faut pour maintenir une invasion? Je veux dire, tu vois, ça veut dire qu'ils avancent comment? À pied ou en véhicule? S'ils sont en véhicule, il leur faut de l'essence ou du diesel, il faut les ravitailler pour qu'ils continuent à avancer. Et ces réservoirs de carburant, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ont déjà prépositionné et assemblé ces véhicules? C'est impossible qu'ils fassent ça sans que l'Iran soit au courant, parce que l'Iran a les renseignements russes et chinois qui le leur montreraient. Donc non, ça ne s'est pas produit. C'est juste encore de la désinformation venue de l'Ouest, pour détourner l'attention, faire peur, peu importe. Mais les Kurdes n'ont pas... Enfin, est-ce que les Kurdes ont la capacité de lancer des attaques de l'autre côté de la frontière sur le territoire iranien? Oui, mais seulement ce qu'on appellerait un raid, une incursion rapide, tuer quelques personnes, mettre le feu à certaines choses, puis repartir aussitôt. Ce dont on parle ici, c'est de savoir s'ils ont la capacité d'entrer, disons, avec 5000 hommes, d'occuper une zone, de la défendre et d'empêcher l'Iran d'en reprendre le contrôle. Non, ils n'ont pas cette capacité. Ils sont formés par la CIA. Et rien que ça te dit tout de suite qu'ils ne l'ont pas. La CIA a un sacré historique pour tout faire rater.